Monsieur Efnaoui, quel est le rapport, non pas simplement de votre père, mais de votre famille sur la longue durée et même la très longue durée vis-à-vis du canal de Suez? Quand est-ce que votre famille a été en rapport avec le canal de Suez? Alors, il faut savoir que Napoléon Bonaparte est venu en Égypte dans le but de creuser un canal entre la mer Rouge et la Méditerranée. Pour cela, il a amené avec lui des scientifiques et des techniciens. Et une de ses premières missions, une fois sur place, ça a été d'aller à Suez pour voir où était l'ancien canal. Vous savez que le projet de faire un canal, le canal de Suez s'est fait en plusieurs fois. Au cours de l'histoire, il y a eu 10 canaux différents, depuis les pharaons jusqu'à... Et le dernier qui était avant Bonaparte, c'était sous Louis XIV, où il y avait un mouvement qui voulait que la France s'intéresse à l'Égypte pour contrôler la route des Indes, la route du commerce surtout, donc la route de la soie. Et seulement Louis XIV n'avait pas voulu s'occuper de ça. Par contre, Bonaparte est venu. Et quand Bonaparte est venu, on connaît toute l'histoire. Il a eu à négocier avec les gens d'Al-Azhar, etc., dont un arrière-grand-père faisait partie des cheikhs d'Al-Azhar, a eu contact donc avec Napoléon à cette occasion. Vous avez un arrière-grand-père qui a eu contact avec Napoléon? Voilà, tout à fait. Et comment vous le savez, ça? Parce que ça a été dans les livres d'histoire écrits par un historien égyptien qui s'appelle Al-Jabarti, très connu, qui a relaté d'ailleurs l'histoire complète d'un ancêtre qui était l'imam d'Al-Azhar, le grand imam d'Al-Azhar, qui s'appelait El Efnaoui aussi, et à l'époque des Mamelouks. Et dont le fils était donc Youssef El Efnaoui, s'est retrouvé face à Bonaparte à ce moment-là. Est-ce que, Jabarti en a parlé, mais est-ce que votre famille en avait conservé le souvenir? Est-ce qu'on le transmettait, ça? Ça se transmettait de moins en moins. Et j'y arrive donc pour vous dire que le grand-père de mon père, qui s'appelait Abdallah El Efnaoui, est donc petit-fils de cet imam d'Al-Azhar, s'est trouvé pris dans la corvée du creusement du canal de Suez, où il a participé donc manuellement à creuser le canal, et il a fui à ce moment-là. Il s'est installé dans un autre village du delta, près de Zaghazi, et il a fondé sa famille, et c'est là que mon père est né. Je peux relater pas mal d'histoires. Mais... Cet ancêtre qui fuit, oui. Comment vous l'avez su? Alors là, c'est direct de mon père et de son père à lui. C'est une histoire qui est restée dans la famille, qui est connue et qui se trouve écrite d'ailleurs dans les mémoires de mon père. Ces mémoires que je m'efforce de traduire en français en ce moment. D'accord. Et est-ce qu'on sait, enfin, pourquoi est-ce qu'il avait raconté sa fuite? Il y avait des détails sur sa fuite? Voilà, il y avait quelques détails. On sait, parce que le tombeau de l'imam d'Al-Azhar, qui est le grand-père de ce grand-père, se trouve dans l'ancien village de mes ancêtres, comme un tombeau d'un wali qu'on visite, parce que c'était un soufiste qui avait été bien connu à cette époque-là. Il était soufiste, hein? Voilà, et il y a des livres, plusieurs livres qui sont écrits sur lui, d'ailleurs, c'était le 8e imam d'Al-Azhar dans l'histoire. Ce soufiste donc avait été empoisonné par les Mamelouks qui se battaient entre eux, etc. Bon, ça c'est une très vieille histoire. Mais le plus intéressant, c'est ce grand-père, et c'est ça qui a poussé à un moment
mon père, dans sa toute première jeunesse, connaissant cette histoire du grand-père qui a fui la corvée pour creuser le canal de Suez, à s'intéresser au canal de Suez. C'est là où les premiers... Est-ce qu'il vous a dit pourquoi d'ailleurs il avait fui? Est-ce que, enfin, il a dit pas vous, mais est-ce que... Oui, il a raconté d'abord parce qu'il était considéré dans son village comme un notable, petit-fils de l'imam. Et quand même, il était dans la corvée. Et il s'est retrouvé dans la corvée malgré tout. Et donc, il n'était pas fait pour ça. Et ayant fui parce que il voulait s'éloigner d'un travail manuel, mais aussi de conditions sanitaires qui n'étaient pas bonnes, parce qu'on sait qu'à l'époque régnait le choléra, la peste, etc., dans ces grands chantiers où, au début des chantiers du canal de Suez, le côté sanitaire n'était pas bien pris. Et ça, c'est les services médicaux français qui en attestent, et qui attestent le nombre de morts qu'il y a eu pour des raisons médicales sur les chantiers du canal de Suez. Il faut se référer à certains bouquins que je peux vous citer. Oui, oui. Et justement, dans la tradition familiale, il avait évoqué ces conditions mauvaises. Tout à fait. Indépendamment des livres, bien entendu, on le sait par ailleurs. Voilà, d'abord, c'est qu'il n'était pas fait pour faire un travail manuel, et deuxièmement, il trouvait que les conditions n'étaient pas acceptables. C'est d'ailleurs, en faisant une parenthèse, pour la raison pour laquelle, quand le Saïd Pacha est mort, celui qui était le dirigeant de l'Égypte, le vice-roi qu'on appelait, le Saïd Pacha, qui avait signé l'acte de concession du canal, c'est le Khedive Ismaïl qui l'a remplacé. Oui. Et le Khedive Ismaïl a stoppé la corvée. C'est ça. Et il a payé très cher cet acte d'arrêter la corvée. Parce qu'il y a eu un différend avec la compagnie, pour lequel Napoléon III est intervenu en tant que médiateur et a condamné l'Égypte à dédommager la compagnie pour ne plus utiliser le personnel égyptien. Parce que le Khedive Ismaïl trouvait que c'était pas très honorable d'utiliser. Et pour arrêter d'utiliser cette main-d'œuvre égyptienne, eh ben, il a obligé la compagnie du canal à mécaniser le travail. C'est grâce à ça que le travail a été mécanisé et qu'ils ont fait appel aux écoles de ponts et chaussées à Paris pour concevoir des machines spécialement pour creuser le canal qui a été conçu pour la première fois dans le monde. C'est grâce donc à cette décision voilà. qu'il y a eu un progrès technique. Exactement. Des machines qui n'existaient pas avant. Et que les ingénieurs des ponts et chaussées ont conçu, pour la première fois dans l'histoire, pour ce qu'on appelait les dragues, pour draguer le fond du canal. Et là, le travail a été mécanisé et ça a été beaucoup plus vite pour finir le canal. Alors ça, c'est le premier point que vous avez avec le canal, ce grand-père du grand-père, enfin, ça fait 6 générations. Oui, enfin, 5 ou 6. Ça ne dépend comment on se place. Voilà. Et en tout cas, c'est ce qui a conduit votre père à s'intéresser fortement à l'histoire du canal. À l'histoire du canal. Alors, donc, votre père naît dans ce village. Voilà. Alors après quand mon père naît dans ce village, il est né en 1911. À l'âge de 5-6 ans, son père à lui, qui avait hérité du travail de marchand de coton, etc., donc c'était un commerçant, un grand notable, qui avait une grande maison, qui avait des employés, etc., a fait faillite juste après la Première Guerre mondiale, suite à la chute des cours du coton. Donc mon père se retrouve dans une situation d'une famille appauvrie et il ne va plus à l'école
Son père ne veut plus l'envoyer à l'école par fierté, parce qu'il ne veut pas que son fils que son fils se fasse chahuter par les élèves qui vont dire que ton père est pauvre ou ton père a chuté. Voilà, etc. En même temps, mon père, quand il me raconte cette histoire de cette époque-là, il dit le jour où les services de police sont venus ont voulu séquestrer notre maison à cause de la faillite de mon père. J'avais un cheval blanc que mon père m'avait acheté. Et ben, c'est l'officier anglais qui dirigeait la force de police qui lui a pris le cheval. Et donc là, il en a gardé une amertume. Bon, ça c'est pour la petite histoire. C'est important ce que vous êtes en train de dire. Vous pensez que votre père a pris sa position nationaliste fortement contre les Anglais entre autres à partir de... Voilà, je dirais pour deux événements essentiels dans sa toute première jeunesse. L'histoire du grand-père qui a creusé le canal et qui a fui, et l'histoire de la police avec l'officier anglais qui sont venus séquestrer la maison et prendre son cheval. Ça a été la première réaction. Et donc, c'est grâce à sa sœur aînée qui l'a aidé à retourner à l'école, à intégrer l'école pour la première fois. La première fois qu'il a mis les pieds à l'école, il avait 10 ans. Alors avant, c'était les parents qui lui apprenaient Même pas, il traînait dans les champs, il traînait derrière les ânes, les vaches, etc. Donc c'était un gamin de la campagne qui traînait pieds nus, voilà, etc. Donc et quand il a été à l'école, il a découvert un autre monde. Et là, il s'est mis à travailler très dur, à réussir son travail, à faire 2 ans en 1 an, etc. Et il avait pour but de rejoindre la faculté de droit du Caire. Donc aller à la capitale, aller à la faculté de droit pour défendre les intérêts de son pays. Donc vous voyez, cette formation de nationaliste en liaison avec le droit et le juridique, ça a été sa façon d'être dès le départ. Et je continue. Donc, arrivé au Caire, il intègre la faculté de droit. Il fait une première année très bien, mais il n'a pas les moyens d'aller plus loin, donc il se trouve obligé de travailler. Donc, il se met à travailler en tant que journaliste, à écrire des articles à droite, à gauche, etc. Mais comme il est omnibulé par le sentiment de frustration que beaucoup de jeunes avaient vis-à-vis de l'occupation anglaise, il écrit des articles politiques. Il a écrit des livres. Son premier livre qu'il a écrit s'appelle La réforme sociale. Il n'avait que 21 ans quand il l'a écrit. Ensuite, il a écrit, quand il y a eu les négociations entre le gouvernement égyptien et les Anglais à l'époque de 35-36. Dans ces négociations, il était contre parce qu'il trouvait que l'Égypte était mal représentée, puisqu'elle acceptait que les Anglais se retirent d'Égypte, sauf la zone du canal de Suez. Donc c'était pour lui, ça représentait une indépendance incomplète. Et donc il devenait de plus en plus activiste pour la cause de l'indépendance, pour la cause égyptienne, qui pour lui, dans son esprit, comme dans l'esprit de beaucoup de gens de cette époque, le canal de Suez et l'indépendance de l'Égypte étaient très liés. On ne pouvait obtenir l'indépendance que si en réobtenant le canal de Suez. Et c'est là qu'il a commencé à préparer plus tard une thèse de droit sur les problèmes contemporains du canal de Suez, sur le plan juridique. Mais il était toujours au Caire à ce moment-là ? Il était toujours au Caire, il a préparé son travail préliminaire en Égypte. Ce n'est qu'en 1950
que sous le gouvernement du Wafd, qui était ce même gouvernement qui avait négocié les accords de 1936, ils ont fait appel à lui en lui disant « Vous êtes le juriste qui a le plus attaqué les accords de 1936, et donc on voudrait que vous nous aidiez. » Et ça, c'était le Premier ministre, Nahas Pacha, qui lui disait ça. « Vous voulez que vous nous aidiez à dénoncer ce traité unilatéralement. » Alors, c'est intéressant parce que, si j'ai bien compris, il était pourtant, pour le WAF, il trouvait que le WAF avait été trop modéré dans la négociation de 1936. Voilà. Et il leur a dit, mais... d'ailleurs, je veux dire, pour l'anecdote, Nahas Pacha lui dit, vous aviez écrit un livre en 1936 dénonçant le traité de cette époque. Il lui a dit, oui, c'est le livre que vous avez séquestré et pour lequel vous m'avez emprisonné. Ah, il a été en prison? Il a été emprisonné quelques jours, mais c'était parce qu'on voulait calmer tous ceux qui étaient contre ce traité. Donc, il lui a dit, oui, j'ai fait de la prison à cause de ce livre. Et c'est vous qui l'avez séquestré, donc je ne sais même pas où il est, ce livre. Et il lui a dit, bon, vous nous aidez à dénoncer ce traité maintenant, etc. Il a dit, très bien, moi j'ai une thèse sur le canal de Suez que je voudrais soutenir à la faculté de droit de Paris, parce que ce n'est qu'à Paris qu'elle ne pourrait avoir une reconnaissance internationale. Et ma thèse, je veux donc la soutenir là-bas et non pas. Et pour ça, vous m'aiderez à accéder aux archives de la Compagnie du Canal. Et Nahas Pacha, Premier ministre, fait appel à son ministre des Affaires étrangères, Mohamed Salah Din, en disant, voilà, je vous présente un tel qui veut faire une thèse, et nous sommes d'accord pour l'aider. Comment peut-il accéder à la Compagnie du Canal, qui se trouve 1 rue d'Astorg, mais qui est un antre de cette grosse compagnie universelle. Et là, Nahas Pacha lui dit, écoutez, le seul moyen, c'est de vous nommer dans un poste à l'ambassade d'Égypte à Paris. Et il le nomme effectivement conseiller de presse de l'ambassade. Et à ce titre, il aura l'occasion de rencontrer Georges Picot et Charles Roux, président du Canal, dans différentes cérémonies. Et il leur dit, je voudrais pouvoir faire un livre en langue arabe sur l'œuvre de la Compagnie du Canal de Suez et sur l'avenir du canal. Alors, Charles Roux saute sur l'occasion, il dit, mais nous avions exactement le même projet. Alors, joignant nos efforts, on vous propose un petit bureau dans nos locaux, vous venez travailler avec nous, vous avez accès aux archives, etc. Et là, toute l'histoire commence de la nationalisation. Vous voulez en savoir plus? Bien entendu. Vous ménagez vos esprits. Voilà, donc... Pourquoi toute l'histoire commence là? Alors, toute l'histoire commence parce que c'est là qu'il travaille, qu'il passe des jours et des nuits dans les archives. Il découvre plein de documents, etc., sur la façon de travailler de la compagnie, mais il découvre le document le plus intéressant sur le plan juridique, qui est l'acte original de la concession. Il y avait 2 actes, celui de 1854, celui de 1856. L'acte, on a toujours parlé de la Compagnie universelle du canal de Suez, dont le siège est 1 rue d'Astorg à Paris. Les actions sont en bourse à Paris. Donc pour tout le monde, c'est une compagnie française. Alors que dans l'acte, il est bien précisé que c'est une compagnie de droit égyptien, société anonyme égyptienne. Et dont le siège est à Alexandrie en Égypte, et qui a droit d'avoir un siège administratif
à Paris. Donc il retrouve cet acte et il prend l'original de l'acte avec lui, il l'intègre dans sa thèse et il envoie l'original au Premier ministre en Égypte. Et à partir de là, le gouvernement égyptien de l'époque, qui est bien avant Nasser, déclare que cette thèse représente la position officielle du gouvernement égyptien, qui réclame la récupération du canal. Alors, en fin de mandat, mais il faut préparer toute la préparation, et au lieu de dire en fin de mandat, ça deviendra plus tard, sans attendre la fin du mandat, en faisant un acte de nationalisation. Et là, on va passer dans la phase turbulente du changement de régime monarchique vers la République et la Révolution de 52. Avant de passer à cette endroit turbulente, racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé au moment de la thèse même. Alors, la thèse, c'était intéressant parce que lui, il avait eu l'occasion de rencontrer le recteur de l'université au cours d'une réception au Caire. Et il lui a dit, je suis inscrit pour soutenir une thèse dans votre université. Je n'ai pas encore choisi le professeur qui va soutenir cette thèse face à moi. Et il lui parle un petit peu du sujet de la thèse, etc., que ça concerne effectivement le différend qu'il y a entre l'Égypte et l'Angleterre sur le canal de Suez, etc., etc. Et le recteur lui dit, écoutez, je connais exactement ce qu'il vous faut. Il y a un professeur qui a eu des soucis avec les Anglais sur le plan stricto-juridique dans d'autres affaires, et ça lui fera un très grand plaisir de connaître l'histoire de ce qu'ils ont fait à l'Égypte et l'histoire du canal de Suez. Et il lui propose donc le professeur Gidel, qui sera le professeur de la thèse, qui sera assisté par Madame Bastide, la fille du doyen, etc. Il soutiendra sa thèse exactement le 5 juin 1951 à Paris, et dans laquelle, sur la partie des négociations du retrait anglais d'Égypte et de la zone du canal, il va divulguer certaines informations sur les négociations en cours encore, et qui vont faire beaucoup de bruit dans la presse, parce que c'était supposé des négociations secrètes. Mais d'un autre côté, certains journaux, le lendemain, spécialement un journal qui s'appelait L'Aurore, parlera d'un scandale à la Sorbonne, en donne mention très bien à une thèse qui soutient l'idée que l'Égypte récupère son canal de Suez. Et là, pour le journaliste qui a écrit cet article, c'était un scandale que l'université française ne devait pas s'immiscer dans une affaire politique. Alors que la thèse, c'est une thèse de droit international. Voilà. Ça, par exemple, vous l'avez su par votre père qui vous l'a raconté Tout à fait, qui me l'a raconté. J'avais eu aussi accès à des articles à cette époque. Il faudrait pouvoir les retrouver. Mais je sais que aussi Le Monde a publié quelque chose là-dessus à cette époque. Je crois que c'était en juillet 1951, donc juste le mois suivant, ou fin juin même. Du même mois où il y a eu la soutenance de la thèse, Le Monde a publié aussi un article en disant « Attention, les Égyptiens ont l'intention de récupérer leur canal, etc. » Parce que, effectivement, le gouvernement égyptien était clair là-dessus. Les Anglais s'en vont, on récupère le canal. Point.
comment, etc., etc. Ça, c'était une autre histoire. La Compagnie du Canal, on a voulu beaucoup, beaucoup à mon père à ce moment-là. Plus M. Georges Picot que M. Charleroi. Bon, je pense que histoire de feeling. Parce qu'il avait eu accès et qu'il s'est basé sur leurs archives pour soutenir cette thèse. Suite à quoi il est rentré en Égypte précipitamment. Et bien sûr, il a laissé son poste à l'ambassade d'Égypte à Paris. Il est rentré, il a repris son travail d'avant, c'est-à-dire avocat international. Avocat. Voilà, il était avocat. Et ses clients étaient des compagnies internationales, dont des compagnies françaises, comme les Batignolles de l'époque, qui est devenue plus tard SPI Batignolles. Enfin, c'était la société Batignolles. Et qui ont essayé aussi de faire pression sur lui pour qu'il retire sa thèse du marché, qu'elle soit plus éditée, etc. Mais bon, il n'a pas voulu entendre. Et puis, il a maintenu. Il a été plus loin. À partir de 1952, il a édité un journal qui s'appelait Canal de Suez, hebdomadaire, dans lequel il publiait, en arabe, dans lequel il publiait des informations sur les actions répréhensibles, de son point de vue, juridique, de la compagnie vis-à-vis de son personnel égyptien. Et il a eu pour client, en tant qu'avocat, il a eu pour client les syndicats d'employés du canal de Suez, de la compagnie du canal de Suez. Et que les Égyptiens étaient minoritaires pour travailler dans la compagnie. Ils n'avaient pas tous les droits comme les non-égyptiens. Par exemple, il y avait des Grecs, des Italiens, des Espagnols, des Français et autres. Dès qu'il rentre en 51, parce que donc il était, avant de partir, il était avocat déjà international, il part à Paris, donc il soutient sa thèse, il rentre, et là, il est... Est-ce qu'il était l'avocat des syndicats et des syndicats du canal avant? Non, c'est après, quand il a édité son journal, oui. Et qu'il avait récupéré pas mal de documents de la compagnie. Donc il avait les informations qu'il fallait, qu'il éditait dans son journal, qu'il publiait. Et les syndicats sont venus le voir en lui demandant de défendre leur cause. Et lui, il s'est proposé de défendre la cause des syndicats gratuitement. C'était une guerre entre lui et la compagnie. D'accord. Et cette déclaration de guerre non officielle, ça a été le mouvement déclenchant cette petite guerre entre eux. Mais il y a eu des procès. Alors, je vais vous dire, une audience particulière qui était importante à ses yeux et aux yeux le 8 décembre 1952. Ce jour-là, j'avais un frère aîné qui est décédé dans un accident, qui était jeune, qui avait 12 ans, etc. Mais mon père a été très affecté. Le jour de son enterrement, c'était le même jour où il y avait une audience au tribunal pour défendre un des syndicats du personnel du canal. Il a quand même été à l'audience. Malgré son deuil, il a été à l'audience et il a défendu les intérêts du personnel. Et parce qu'il avait entendu dire qu'il y avait eu un rapport. La compagnie faisait des rapports sur son action, sur ce qu'il écrivait dans son journal, etc. Donc il y avait eu un rapport disant « Bon, maintenant il va se calmer, il a perdu un fils, il va se calmer probablement, etc. » Et là, ça a fait l'effet contraire. Il a eu une volonté beaucoup plus forte d'encore monter le temps plus fort.
Il faut savoir que ses premiers contacts avec les gens de la Révolution, donc en 52, la Révolution a eu lieu le 23 juillet 52, le premier contact, c'était le mois suivant. Ils l'ont contacté et il a été les rencontrer. Il a rencontré Nasser, il a rencontré deux officiers, il ne les connaissait pas, donc il a eu ses premiers contacts. Et le général Neguib, qui était mis à la tête de l'Égypte, lui a proposé de faire une conférence sur le canal de Suez, sur l'histoire du canal de Suez, au club des officiers, au centre du Caire, le 17 novembre, date anniversaire de l'inauguration du canal. Et il a dit, voilà, c'est une date intéressante, vous venez, vous nous faites une conférence parce que tous nos officiers ne connaissent pas tout ce que vous savez. Donc il y a eu cette conférence qui a été relatée par la presse. Et Nasser a assisté à cette conférence. Et Nasser a assisté à cette conférence. Mais le plus fervent, c'était Naguib. Et Naguib lui a dit, à la fin de la conférence, quand il a passé 1 heure à parler, à expliquer l'histoire du canal, etc., le creusement de Lesseps, machin, Naguib se levait et a demandé aux officiers de se lever et de prêter serment de faire le nécessaire pour que l'Égypte récupère le canal. Ça, c'est le général Neguib. Plus tard... Attendez, là ce fait précis, votre père l'a écrit dans ses mémoires, mais avant d'écrire ses mémoires... C'était dans la presse. Oui, c'est dans la presse. C'est dans la presse, dans les radios, il n'y avait pas encore de télévision, mais dans les radios, ça a été relaté. Et là, vous étiez tout petit à ce moment-là. J'étais petit, mais il me l'a raconté, bien sûr. Et d'ailleurs, il l'a écrit dans ses mémoires. Oui. On voit... Donc c'était avant l'accident dont je parlais de mon frère. Mais après, donc il a continué son action avec son journal, etc. Mais son journal était combattu parce que la compagnie envoyait des gens pour acheter tous les journaux avant qu'ils soient amenés chez les distributeurs dans les kiosques, pour que personne ne puisse lire. Donc il a utilisé d'une autre façon, il a fait des abonnements gratuits. Donc il envoyait le journal par la poste aux abonnés. Comme ça, au moins, il savait que les gens pouvaient lire. Donc, et puis, il a gardé des contacts avec Nasser. Alors, un des contacts, des rencontres très intéressantes entre lui et Nasser, c'était en 1954, 2 ans avant la nationalisation. Ça s'est passé à un déjeuner chez un juge. Et c'était sur demande de Nasser. Et Nasser lui dit... Premièrement, qui est-ce qui vous finance votre activité, votre journal, etc. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes comme ça pour le canal aussi fortement. Qui est derrière vous? Elle dit, c'est simple. Ceux qui me financent, c'est l'Occident. Ah, et vous avouez? Oui, j'avoue. Je vous montre même les documents. Et montrez-moi les documents. Je vais aller les chercher. Il part, il les cherche, il lui amène les documents. C'est quoi ces documents? Ce sont les factures d'honoraires de son travail d'avocat pour les sociétés françaises, anglaises, hollandaises et autres. Donc pour lui, c'était l'Occident qui finançait. Il a dit, mais c'est ton argent à toi, c'est pour ton... Il a dit, oui, mais c'est ça ma ressource qui a financé mon activité. Alors il dit, écoute, tu vas tout arrêter. Tu clôt le journal. Tu fermes l'imprimerie, parce qu'il avait acheté une imprimerie, il avait monté une imprimerie pour le journal et pour ses bouquins et tout ça. Tu arrêtes tout. Tu ne fais plus de conférences. Tu ne vas plus à la radio pour parler. Plus rien. On n'entend plus ta voix. Parce que je suis en train de négocier avec les Anglais leur départ. Et pour qu'ils signent, ils disent, monsieur l'ambassadeur américain, monsieur Caffrey, est venu me voir,
Il dit, on ne peut pas signer avec vous le départ des Anglais d'Égypte tant que vous soutenez M. Efnaoui. Alors moi, je leur ai dit, on ne vous soutient pas. Donc tu arrêtes tout. Et le jour où ils seront partis, je te nationaliserai le canal. Mon père lui a dit, tu le nationalises pour l'Égypte, pas à moi. Bon. Et il est parti, donc il a tout arrêté, effectivement. Il n'a plus parlé du canal jusqu'à 48 heures avant la nationalisation. Nasser fait appel à lui. Il avait une plantation près d'Alexandrie. Il envoie le chercher, il est ramené par avion spécial. Et il se retrouve dans la maison de Nasser. Et il s'assoit, il passe toute la nuit assis par terre, avec des papiers à droite, à gauche. Il lui dit, maintenant tu vas tout me raconter depuis le début. Et il dit, le début c'est quand? Il dit, Bonaparte. Tu me racontes, je veux savoir tous les détails. Bonaparte, de Lesseps, tous. Qui a fait quoi? Alors, il passe le temps. Et au petit matin, il dit, maintenant tu me rédiges l'acte de nationalisation avec le langage juridique qu'il faut. Alors dans l'acte, très bien précisé, le président de la République déclare la nationalisation de la Compagnie universelle du canal de Suez, société anonyme égyptienne. Donc, société anonyme égyptienne, ça ne veut pas dire que la compagnie devient société égyptienne. Non, c'est qu'elle a un statut de société égyptienne et donc elle est nationalisable. Si c'était une société française, ils ne pouvaient pas la nationaliser. Ce ne serait pas une nationalisation. Le fait qu'elle soit égyptienne a permis qu'elle soit nationalisée. Et donc, sur le plan juridique, aucun moyen, toutes les puissances qui ont discuté pendant des mois, les mois qui ont suivi, etc., ont trouvé que sur le plan juridique, l'Égypte n'était pas attaquable. On saisissait les fonds, on saisissait cela, mais aucune pression juridique était possible. Parce que l'Égypte était dans son droit de nationaliser une société égyptienne. Même s'il y avait des actionnaires non égyptiens. Ça, c'est l'histoire jusqu'à la nationalisation. Après son rôle, il a été nommé dès le premier conseil d'administration de la nouvelle autorité du canal de Suez. Donc il était membre du conseil d'administration et le conseil juridique de cette autorité. Et il a participé donc spécialement avec en face de lui M. Calon pour la négociation de dédommagement des porteurs d'actions. Ça a duré, parce qu'il y a eu l'agression tripartite, l'Angleterre, la France et Israël qui avaient fait la guerre, l'affaire de Suez, donc à partir du 29 octobre 1956 jusqu'au 23 décembre. Et après, il fallait enlever tout ce qui avait été coulé dans le canal pendant cette guerre. Et après, les négociations ont commencé, donc d'avril 1957, je crois, et ça a duré plus d'1 an. Et ça s'est terminé. Alors, partiellement à Paris, partiellement à Rome, et partiellement à Genève, et partiellement au Caire. 2 anecdotes sur cette négociation. À un moment donné, Monsieur Georges Picot, qui était donc le fondé de pouvoir de la nouvelle compagnie de Suez, qui deviendra la compagnie de Suez, qui disait « Oui, mais nous, on veut garder le nom de Suez pour la compagnie financière de Suez, qui deviendra plus tard le groupe Suez, Indo-Suez et ensuite Suez, etc. et qui existe jusqu'à aujourd'hui. » Donc, mon père appelle Nasser et il se réfère à Nasser. Ils veulent garder le nom. Qui garde le nom s'il me donne le canal? Ouais.
Bon, ça c'était la première anecdote. Pour les dédommagements, ça a été simple. Je veux dire, à la fin, ça a été simple parce que la France, enfin, la compagnie gardait les avoirs qu'elle avait hors d'Égypte et l'Égypte gardait les avoirs que la compagnie avait en Égypte. L'un dans l'autre, les deux côtés étaient satisfaits. Et les dédommagements ont été étalés sur 5 ans et puis ça a été payé en bonne et due forme. Le dernier jour de négociation, M. Calland me l'a raconté des années plus tard. Et il me dit, venez que je vous raconte une petite histoire, parce que c'est avec votre père que ça se passait difficilement. Mais comme on est tous les deux juristes, on a fini par s'entendre. Une affaire sympathique. Un jour, on était à Genève, on négociait. La négociation dure tard. On part chacun de notre côté. On avait faim. Et on s'est retrouvés par hasard dans le même restaurant à être obligés de dîner à la même table. Donc, on commande chacun des spaghettis. Et hors de cette négociation, on parle d'autre chose. Et là, on retrouve le côté humain de chacun d'entre nous. Et on s'apprécie mutuellement. Et on sait que chacun cherche à sauvegarder les intérêts de son pays. Et on est tombé d'accord, et depuis ce jour-là, l'affaire était conclue. Et comme l'histoire du canal avait commencé par un plat de spaghettis entre de Lesseps et Saïd Pacha, elle s'est terminée par un plat de spaghettis entre moi et M. Efnaoui. Voilà la fin de l'histoire. C'est une très jolie histoire. Et alors, après ça, votre père a participé à l'émission. Est-ce que vous pouvez, on évoquait tout à l'heure l'émission de Dossier de l'écran 10 ans après, en 69, plus de 10 ans d'ailleurs, en 69. En 69, c'était à l'occasion du centenaire de l'inauguration du canal de Suez. Il y a eu l'émission, la fameuse émission connue de Dossier de l'écran d'Armand Jamon. Ils ont fait une émission sur le canal de Suez. Et puis ils ont demandé, côté égyptien, si mon père pouvait y assister. Et côté français, il y avait les descendants de M. de Lesseps, ainsi que quelques juristes français que je ne connais pas, et qui ont... Et l'enregistrement de cette émission existe toujours, se trouve à l'INA, Institut national d'audiovisuel, et je l'ai vu. Et le jour de l'émission, j'y étais dans les coulisses à écouter le débat. Et c'était très intéressant. Alors je vais citer... Vous y étiez vous-même? Oui, j'étais moi-même dans les coulisses à écouter le débat. Et j'ai participé au dîner qui a eu lieu après le débat, voilà, avec les enfants de Lesseps, qui d'ailleurs sont venus nous voir en Égypte, un d'eux en tout cas, est venu nous voir en Égypte, et est devenu ami avec mon père, et il voulait monter avec lui un film sur l'histoire du canal, etc. Pourtant, votre père, si vous m'avez dit tout à l'heure, n'avait pas été... Il n'avait pas été tendre avec de Lesseps. Et pourquoi d'ailleurs il n'avait pas été tendre avec de Lesseps? Qu'est-ce qu'il lui reprochait? Il reprochait à de Lesseps d'avoir, du point de vue national égyptien, il avait participé à ce que l'Égypte s'endette à l'époque du creusement du canal, parce qu'il avait fait un montage financier qui ne tenait pas la route. Il avait obligé le Khedive d'Égypte à prendre les actions qu'il n'arrivait pas à vendre. Et ensuite, il les a rachetées pour les donner à Disraeli, le Premier ministre anglais. Il lui a acheté pour 3 francs 6 sous, alors que la dette égyptienne était devenue énorme. Et ensuite, il s'est arrangé pour laisser passer les Anglais par le canal de Suez quand ils sont venus occuper l'Égypte en 1882. Ils avaient été repoussés à Alexandrie dans un premier temps. Donc ils sont passés par le canal de Suez et ils ont débarqué à Ismailia, juste au milieu, entre Suez et Port Saïd.
Et ils sont intervenus alors qu'il avait promis au Rabbi Pacha, qui était le chef de l'armée, de ne pas les laisser passer par le canal de Suez, qui doit rester une zone neutre. Donc de Lesseps les a laissés passer, et les Anglais ont occupé l'Égypte pendant 72 ans à cause de ça. Bon, et d'autres faits, peut-être il faut rentrer dans beaucoup de détails pour voir pourquoi il n'a pas été tendre vis-à-vis de Lesseps, mais je reviens au dossier de l'écran pour vous dire ce qu'il a dit. Quand on lui a posé la question, est-ce que vous pensez qu'il faudrait remettre la statue de Lesseps à sa place à l'entrée du canal de Suez? Il a eu une réponse, à mon avis, sympathique. Il a dit, si j'étais français, j'installerais une statue de Lesseps dans tous les ports de France. Mais en tant qu'Égyptien, je me contenterai d'une statue de Lesseps dans un musée. À vous d'en tirer les conclusions que vous voulez. Mon père qui a toujours dit, il me disait, le jour où tu voudras faire des études, il ne faudra surtout pas aller en Angleterre. Il faudra venir en France. Pourquoi? Pour lui... Parce que l'Angleterre, c'est colonisateur. Non, mais ça va plus loin. Il dit que le français a l'honnêteté intellectuelle qui n'existe chez aucun autre peuple du monde. Sur le plan pédagogique, c'est très important parce que le français reconnaîtra la vérité même si elle n'est pas en sa faveur. Comme ils ont reconnu pour sa thèse que l'Égypte avait le droit de récupérer son canal. Donc il m'a dit, voilà l'intérêt des Français, c'est qu'ils ont... Mais d'autre part, moi j'ai une grand-mère maternelle qui est française, qui est cette grand-mère française de Nîmes, faisait partie d'une famille protestante, famille Jacquemot, qui ont émigré à Genève pendant qu'elle était encore enfant. Et ils se sont tous installés à Genève, ils sont devenus suisses, sauf elle qui est restée française. Et elle a épousé un Égyptien qui était exilé politique. Il était exilé politique parce qu'il avait écrit, c'était un poète, d'abord il était journaliste et poète à la fois. Et il avait écrit un poème sur le canal de Suez. Mais en disant que quand en 1910, le Premier ministre d'Égypte, qui était le grand-père de Boutros Ghali, qui s'appelait aussi Boutros Pacha Ghali, défendait, qui était Premier ministre, donc il défendait l'idée de prolonger la concession du canal de Suez à la demande de la compagnie de 40 ans supplémentaires. Donc au lieu qu'elle se termine en 1968, il voulait qu'elle se termine en 2008. Et pourquoi donc? Pour pouvoir investir dans l'élargissement du canal. Seulement, aucun Égyptien n'a retenu cette idée, mais à tel point que ça soulevait des tollés, à tel point qu'il y a un jeune homme qui s'est levé et qui a tiré sur le Premier ministre, Boutros Pacha Ghali, à cause de ça, et qui l'a tué. Donc cet assassinat est relaté dans un des poèmes de mon grand-père, qui disait, il voulait défendre, pas le tueur, mais défendre l'idée que le canal était égyptien et qu'il devait revenir à l'Égypte et qu'il ne fallait pas prolonger de 40 ans, etc. Les Anglais qui étaient occupants voyaient d'un très mauvais œil ce côté nationaliste. Je parle de 1910. Et donc, ce grand-père a été... Comment il s'appelait, pour ton père? Ali El Gayati. Je porte le même prénom que lui. Et donc, il a été condamné à prison. C'est parti du Parti national égyptien. Mais lui, il a pu fuir. Par contre, le président du parti a été, lui, emprisonné parce qu'il avait préfacé son
son recueil de poèmes. D'ailleurs, qui s'appelait Mohamed Farid, qui était le président du parti, il en est marre, il est sorti de prison, il en est marre. Par contre, mon grand-père, lui, il a fui avant d'être emprisonné, et puis il s'est installé en Suisse. Et il a épousé cette Nîmoise. Et il a édité un journal en Suisse pendant des années, depuis cette époque-là, qui s'appelait La Tribune d'Orient. Il a d'abord travaillé un peu pour la Tribune de Genève, et ensuite il a fait son propre journal qui s'appelait La Tribune d'Orient. Et comme mon père, dans les années 30, était encore étudiant au Caire, il était dans le même parti national, il écrivait des articles, il a envoyé ces articles à se faire publier dans la Tribune d'Orient à Genève. Et comme mon grand-père a été pardonné par le roi Fouad en 1936 pour pouvoir revenir en Égypte, mon père l'a rencontré, il lui a dit « Mais pourquoi vous revenez en Égypte ?» Il a dit « Je veux marier mes filles à des Égyptiens. » Il dit « Bon, tu m'en choisis une. » Et puis il a choisi ma mère. Voilà pour la petite histoire personnelle. Oui, oui, non, j'avais juste alors, une petite question de détail. Le firmament, l'original du firmament de 54, quand il est parti en Égypte, donc c'était à l'insu de la compagnie, c'est ça? Votre grand-père l'a envoyé... Mon père. Votre père, pardon, l'a envoyé à l'insu de la compagnie, enfin il l'a envoyé en douce, c'est ça? Oui, il a pris l'original. Et il l'a envoyé... Mais qui prouvait que la compagnie était égyptienne. Voilà, donc, mais si vous voulez, bon, parce que l'idée du firmament, c'était la compagnie, bon, elle ne le sortait pas. Pourquoi elle ne le sortait pas? Parce que c'était dans les esprits de tout le monde, c'était la compagnie universelle qui se trouve à Paris avec les actions à la Bourse de Paris, etc. Donc, quand on découvre qu'elle est en fait égyptienne, donc ça c'était le... Et ce firmament de 50, ces premiers actes de concession, en fait, ils étaient... En théorie, ils devraient être publics, puisque c'est... Tout à fait. Ils auraient dû être publics, Voilà, tout à fait. Ils sont devenus d'ailleurs. Ils sont publics d'ailleurs. S'il y avait eu un procès au sens strict du terme international, il serait sorti, c'était public. Exactement. J'essaye de comprendre en fait ce que un Égyptien peut reprocher à un Français. Enfin, j'essaye de comprendre ça. Sans généraliser. Sans les Anglais, sans l'histoire. Et sans généraliser. Parce que le firmament au départ les premiers actes de concession, même en 58, quand on crée la compagnie universelle du canal maritime de Suez, donc on a une répartition assez équilibrée, même si l'Égypte s'est endettée pour acheter les actions, c'est vrai, donc poussé par Ferdinand de Lesseps, on a une répartition assez équilibrée, enfin en théorie, hein, des bénéfices. Non, pas du tout. Pas du tout. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on reproche à un Français, qu'est-ce qu'on peut reprocher à la France? C'est pas un Français ou à la France, parce que tout ça, c'était une affaire privée. C'était entre deux amis, Saïd Pacha et Ferdinand de Lesseps. C'est deux amis. Il lui donne un acte de concession, il lui dit, écoute, le canal, ça va faire du travail pour des gens, etc. Ça va faire... c'est une œuvre fantastique qui va rentrer dans l'histoire. Très bien. Et alors, il lui demande quoi? Il lui demande la main-d'œuvre gratuitement. Il n'y avait pas d'action face à la main-d'œuvre. Mais ça faisait partie de la concession. Il y avait les terrains. Ça, c'est un autre aspect. Les terrains, pas seulement pour le canal, mais plein d'autres, des milliers d'hectares en plus, que la compagnie du canal avait droit d'utiliser en agriculture pour compenser les dépenses qu'ils allaient être obligés de faire pour le creusement du canal. Et il y avait le canal d'eau douce qui devait amener l'eau du Caire jusqu'à Ismailia, jusqu'au chantier. Bon, tout ça, ça a été retiré par Ismail Pacha contre
84 millions de francs que Napoléon III a obligé l'Égypte à payer. Et ça, c'est la première dette importante. Oui. Bon. Et pourquoi Saïd Pacha a accepté? Et pourquoi Ismaïl a refusé? C'est là toute la différence. Saïd Pacha a accepté parce que c'était des amis, il avait été élevé avec Ferdinand de Lesseps. Vous voulez savoir un peu plus? Vous dites, le papa de M. de Lesseps s'appelait Mathieu de Lesseps. C'était le consul de France en Égypte. Quand? En 1805. C'est lui qui a pris Mohamed Ali, le grand-père du roi Farouk, le grand-père de Saïd, et qui l'a présenté aux gens d'El-Azhar sur conseil de Bonaparte avant de partir. Il lui a dit, écoute, tu choisis un de ces soldats de l'armée turque et tu le mets en selle pour l'aider à diriger l'Égypte et pour nous débarrasser des Mamelouks. Voilà. Parce que Bonaparte avait trouvé que les Mamelouks étaient agaçants, puis il y avait eu le meurtre de Kléber, etc. Enfin, c'est toute une partie de l'histoire importante. Et c'est Mathieu de Lesseps donc, qui a mis en place réellement Mohamed Ali. La dynastie de Mohamed Ali qui a donné jusqu'au roi Farouk, toute la monarchie égyptienne. Et c'est pour ça que Ferdinand a pratiquement été élevé avec Saïd Pacha. Et l'histoire du plat de spaghetti, j'y reviens. C'est Ferdinand qui, sur demande de Mohamed Ali, qui faisait faire du sport à Saïd Pacha, qui le trouvait trop gros, etc., pour faire de l'équitation et autres. Mais comme il aimait les spaghettis, en douce, une fois qu'il avait fait du sport, il lui donnait une assiette de spaghettis. Bon, ça c'est la petite anecdote, vérifiée ou pas, bon, c'est l'anecdote. Mais face à ça, Mohamed Ali a refusé le projet des Saint-Simoniens pour faire le canal de Suez. Et avant les Saint-Simoniens, il y avait le projet de Bonaparte qui a trouvé qu'une différence de niveau d'eau entre la mer Rouge et la mer Méditerranée, qu'il était trop dangereux de creuser un canal. Et quand les Saint-Simoniens sont partis, ils ont laissé tous leurs plans et tous leurs projets entre les mains du vice-consul de France à Alexandrie, qui se trouvait être Ferdinand de Lesseps. Donc il a eu l'idée de faire le canal. Mais comme Mohamed Ali avait refusé, il est parti. Il est retourné en France et ensuite il a travaillé diplomate en Italie. Ensuite il s'est fait virer du Quai d'Orsay, des affaires étrangères. Il est allé s'installer à Strasbourg. Des années après, Mohamed Ali est mort. Son premier fils, Abbas, a pris le pouvoir. Ensuite, Abbas est mort. Ensuite, Saïd est venu au pouvoir. Et quand Ferdinand a appris que c'est le fameux Saïd à qui il filait des plaques de spaghetti qui a pris le pouvoir, il est revenu en Égypte en courant en disant « Voilà, je veux faire le projet du canal, etc. » Donc, c'est par un concours de chance que cette affaire a fini par se faire. Mais que l'Égypte a toujours considéré que le canal de Suez est à double tranchant. Parce que ça a attiré l'attention des puissances étrangères sur l'Égypte. Et donc, c'est ça qui a fait que l'Égypte s'est trouvée occupée. Et que ce canal a été fait avec de l'argent d'Égypte, avec du personnel d'Égypte, avec des moyens égyptiens. Et en plus, on s'est retrouvé à devoir racheter 44% des actions qui n'avaient pas été vendues, qu'on a revendues pour presque rien à l'Angleterre. Bon, tout ça faisait
un imbroglio qui est resté dans l'esprit national égyptien comme la cause de l'occupation. Hein? Donc, c'est pas à la France. Au contraire, le mouvement national égyptien a été très francophile et très francophone contre les Anglais. Mais ça, c'est jusque l'entente cordiale en 1904. Après, ça a changé de camp. Après, il y a eu Sykes-Picot, il y a eu pas mal de choses. Les accords de Sykes-Picot, c'était entre qui et qui? Monsieur Sykes, un Anglais, et Monsieur Picot, le grand-père de Georges Picot, qui était à la tête du canal. Bon, voilà, l'histoire, elle est très entremêlée, on ne peut pas répondre par une seule phrase. Voilà. Non, posez. Alors, une question, là c'est peut-être votre père qui en avait parlé, ou est-ce que, si vous n'avez pas de réponse, vous ne dites rien. Comme vous le savez, les frères musulmans, nous avons d'ailleurs fait des enquêtes sur les enfants du député qui s'est opposé au canal, dans le canal de Cela Ismaïlia, au député enfin, s'il était député, puis il a eu comme adversaire l'adversaire des frères musulmans. Les frères musulmans sont nés à Ismaïlia, en particulier dans les zones musulmanes d'Ismaïlia. Est-ce que votre père, vous avez parlé de ce lien qu'il y avait entre les frères musulmans et la naissance à Ismaïlia, et les frères musulmans se déclarant tout à fait anti-occidentaux, à la fois un nationalisme religieux, un peu sectaire, etc. Est-ce que votre père, vous avez parlé de ce... Alors, je pense, comme mon père, que les frères musulmans ont été une émanation d'un travail colonial bien fait. Ils sont nés, Monsieur Hassan el-Banna, qui est le créateur des frères musulmans, qui travaillait à Ismaïlia comme réparateur de montres. C'était son métier de base. C'est lui qui a créé les frères musulmans. Était d'origine marocaine. Et il s'est installé à Ismaïlia avec l'aide des Anglais. Et quand il a voulu créer le mouvement, il a créé l'association pour créer le mouvement Frères musulmans en 1928. Le premier chèque qu'il a reçu, d'un montant de 500 livres sterling, était signé par le président du canal de Suez, qui l'a aidé pour faire, mais en accord avec les Anglais, parce que les Anglais étaient devenus dominants dans le conseil d'administration du canal de Suez. Donc, bon, il a dit, faites une donation à un tel. Bon, ils l'ont fait. Je pense que les Français ne savaient pas du tout à quoi s'en tenir. Mais c'est les Anglais qui ont préparé cette... Si on compare à ce qu'ils ont fait en Inde, dans les autres territoires occupés par l'Angleterre, je pense qu'ils ont toujours utilisé des points d'appui dans le côté sectaire, religieux, etc. En Inde, ça a été beaucoup plus compliqué parce que là-bas, il y a des centaines de religions. Mais en Égypte, bon, ils ont fait ce travail en utilisant ce bonhomme pour faire les frères musulmans. Mais je pense qu'ils ne s'attendaient pas à l'ampleur que ça a pris par la suite. Et bien sûr, faire de l'anti-occidentalisme, c'est ce qui se fait jusqu'aujourd'hui avec les Daesh et compagnie. Oui, tout à fait, oui. Bon, c'est la même... Dire tout ça. Et
toutes les organisations islamistes qui ont existé sont des émanations des frères musulmans, sans exception. Oui, tout à fait, absolument. Et moi, je dirais, comme mon père, j'en veux plutôt aux Anglais. Je voudrais quand même, parce que finalement c'est un peu arrêté en chemin sur cette histoire des dossiers de l'écran, puisqu'on a dévié vers les SEPS. Vous avez dit qu'ils s'étaient très bien entendus, après que c'est devenu amis, mais donc votre père avait expliqué qu'il fallait que vous fassiez des études pour francophones en France, etc. Mais au moment des dossiers de l'écran, vous étiez un jeune homme, et donc vous auriez très bien pu ne pas vous intéresser à la question. Pourquoi est-ce que vous avez assisté au dossier de l'écran? Voilà, c'est une question un peu personnelle, mais voyez, non, mais aussi je suis quelqu'un qui a grandi dans une maison où l'esprit patriotique était régnant, aussi bien du côté maternel que du côté paternel. Donc très tôt dans ma jeunesse, j'ai eu à écouter tout ça, à rencontrer avec mon père des personnalités, etc. Jusqu'à rencontrer des dirigeants de différents pays. Donc, j'ai eu cette chance. Et donc, et j'ai lu beaucoup. J'aimais lire. Et le côté français aussi a commencé. Mes premières lectures, vous savez, c'est quoi? C'est les Comtesses de Ségur. La Comtesse de Ségur. Donc, les romans de la Comtesse de Ségur. J'ai fait mes écoles chez les frères chrétiens, au Caire. J'ai terminé et je suis venu en France. Quand j'ai fini mes études, je me suis mis en tête de faire un projet francophone en Égypte, un projet d'éducation francophone en Égypte. Et j'ai créé l'Université française d'Égypte. C'est moi qui l'ai fait. Et pour ça, j'ai reçu la Légion d'honneur. Donc, je suis très attaché à la culture et à l'éducation nationale française. J'ai même fait une école qui s'appelle l'école Voltaire, dans une technopole qui se trouve au Caire, et qui a été inaugurée il n'y a pas si longtemps par M. Fillon, quand il était Premier ministre, et qui me demandait pourquoi vous l'avez appelé Voltaire. Oui, voilà, moi j'allais vous poser la question. Je lui ai répondu simplement, eh bien, pour la même raison pour laquelle vous posez la question. D'accord. Et par ailleurs, donc quand même, c'était le canal de Suez, c'était le dossier d'écran sur le canal de Suez. Et j'ai personnellement vécu à Ismailia pour le canal de Suez. Donc j'ai été aussi très attaché au canal de Suez. Vous voulez dire que vous avez vécu personnellement? Personnellement. J'ai vécu personnellement à Ismailia au début des années 60. Ah voilà. D'accord. Ah, oui. Parce que votre père, lui, il habitait le Caire. On habitait le Caire et à une époque, on a dû, pour des raisons concernant son métier d'administrateur juridique du canal, d'aller nous installer à Ismailia. D'accord, oui. Et donc on s'y est installé. Mais en plus de s'être installé, même quand on était au Caire, on a passé des vacances à Ismailia. Ah, oui. C'est une ville très agréable, Oui, où j'ai beaucoup d'amis. Et est-ce que vous avez été, est-ce que votre père vous a amené dans le village des ancêtres de votre grand, justement, oui. Lui, il ne m'a pas emmené, mais moi, j'y suis allé. J'y suis allé, j'ai vu les tombeaux des ancêtres, j'ai vu les... Ah oui, oui. Et c'est pour ça que vous continuez, par exemple, à chercher à traduire
les mémoires de votre père. Je fais des traductions de ce qu'il a écrit, mais je vais plus loin. J'écris des articles pour amener un petit peu plus de connaissances de l'histoire de l'Égypte aux autres Égyptiens. Et en ce moment, j'essaye de préparer un livre qui va relater un peu tout ça, qui s'appelle France-Égypte de père en fils. Alors j'ai les éléments, mais j'ai pas eu le temps. Il me faut peut-être trouver un nègre, comme on dit, pour faire ça. Mais j'ai pas eu le temps de faire ça bien. Alors, de père en fils, hein, sans avoir un nègre, là, vous pouvez déjà en parler oralement. Hein, de père en fils, ça remonterait quand? Qu'est-ce que vous... Je commencerai par justement cette période 1760 à peu près. C'est là à peu près qu'il y a une ouverture de l'Égypte vers les premiers voyageurs français qui passent par là, qui rencontrent des gens de ma famille, etc. Puis ensuite, ça sera Bonaparte, et ensuite, ça sera les uns et les autres, jusqu'à la corvée, en passant par... La corvée, c'est intéressant à développer, ça. Non. Oui. Et la corvée, en dehors de ce que vous avez lu dans les livres, de cette histoire, donc... du grand-père. Il a été raconté du grand-père. Il n'y a pas eu de détails qui vous ont été donnés. Comment est-ce qu'il est parti? Il a été... il n'a pas raconté, quelqu'un l'a aidé. Parce qu'il devait tout surveiller pour éviter... Parce qu'il devait être le seul à vouloir partir, à vouloir s'enfuir. Oui, alors, il y a beaucoup qui se sont enfuis, mais en fait, il y a une habitude ancestrale en Égypte de la corvée. La corvée, c'était fait pendant 1 mois, chaque année. On prenait les paysans gratuitement contre nourriture pour nettoyer les canaux et les drains agricoles. C'était le mois de l'afflux du Nil. Quand il y avait la crue du Nil au mois de septembre, les paysans ne pouvaient plus travailler leurs terres. Tout était inondé. Et pendant ce mois, on les prenait pour nettoyer tous les canaux. Et donc, cette corvée se faisait traditionnellement pendant ce mois-là. Bon, personne ne respectait parce que ça faisait du bien à la terre. Et en général, ça se faisait dans les zones qui intéressaient les ouvriers. Mais l'affaire du canal, ça a été Saïd Pacha qui a utilisé ce stratagème, mais tout au long de l'année. Ce n'est pas un mois, c'était toute l'année. Voilà. Il faut savoir que pendant les 3 ans, parce que ça a duré 3 ans la corvée, pendant les 3 ans qui ont fonctionné, il y a eu 1 million d'Égyptiens qui ont travaillé à la corvée, à une époque où la population de l'Égypte faisait 12 millions. Il y a eu 1 million d'Égyptiens qui ont travaillé dans la corvée. Mais c'était toute l'année. Et ils délaissaient leurs terres. Donc quand au bout de quelques mois, il y en avait beaucoup qui s'enfuyaient. Ou d'autres qui mouraient. Oui. On a eu 120 000 morts. Bon. Donc c'était un trop gros chantier pour que ça soit fait à la main. Oui. Pour répondre précisément à votre question, est-ce qu'on connaît les détails de la fuite, etc. Non, mais je sais où il est parti, d'où il est parti. D'où il est parti, c'est ça. Et où il est arrivé pour se cacher. Il n'est plus retourné dans son village d'origine. C'est ça, oui, parce que évidemment,
Il est allé dans un autre village à côté d'une petite ville qui s'appelle Zagazi. Et là, il a travaillé pour un grec. Comme les étrangers à l'époque étaient protégés, parce que les étrangers n'étaient pas soumis à la loi égyptienne. Donc les étrangers avaient un statut spécial, dont les Grecs. Lui, il s'est dit, pour me protéger de la corvée, je vais travailler pour le grec. Et donc il a travaillé pour ce grec qui était fabricant de cigarettes et planteur commerçant de coton. Oui. Et c'est comme ça qu'il s'est mis dans la culture du coton, dans le commerce du coton. Qu'il a fait fortune jusqu'au moment où il a fait... Ou c'est son fils qui a fait faillite. Fils, pardon. Voilà. Et voilà le périple de... Mais alors, maintenant, pour vous dire à quel endroit précis, est-ce qu'il était au kilomètre 22 ou au kilomètre 28, je ne peux pas trop savoir. Oui. Pendant les 3 ans, il y a eu 1 million d'Égyptiens qui ont travaillé. À une époque où la population était que 12 millions. Oui, ça fait beaucoup. Oui, c'est ça aussi. Voilà, c'était ça la... 1 million sur Donc toutes les familles ont été touchées par quelqu'un dans la corvée. Et toutes, elles ressentent toutes la même chose. En fait. Elles ont toutes vécu... Maintenant, c'est trop vieux maintenant pour en parler. Il y a 150 ans qui sont passés. Oui, bon, ça c'est... Mais à l'époque, bien sûr, ça touchait beaucoup de gens. Parce qu'ils étaient pas... nourris. Contre-nourriture. Ils étaient nourris, mais pas payés. Oui. Oui, c'est une sorte de... Vous voulez... C'est le servage. Alors, sous les... Je vais vous donner une petite image pour vous rendre compte de pourquoi il y avait aussi des problèmes sanitaires. Une partie du canal, au nord, à partir de la moitié de la distance entre Ismaïlia et Port Saïd, vous avez les lacs Menzala. Et là, le canal est creusé dans le lac. Il traverse le lac. Et dans ce lac, comment creuser quand il n'y avait pas de matériel et de drague avec des hommes? Eh bien, on avait fait venir les pêcheurs de Damiette avant que Port Saïd n'existe. Il y avait des colonies de pêcheurs à Damiette. Et tous ces pêcheurs, on leur demandait de venir draguer à la main dans le lac. Alors, ils prenaient la vase qui est au fond du lac, ils la portaient avec une espèce de carton en cuir, comme ça, contre la poitrine, et ils partaient la déposer plus loin. Ils travaillaient, inondaient jusqu'à là. Donc, creuser un canal dans ces conditions, ça crée beaucoup de maladies, de fièvre jaune, de ceci, de choléra. Voilà, problème de la corvée, comme quoi elle était dure. Est-ce que... Alors là, c'est un... Mais bon, on ne peut pas reconstruire l'histoire, refaire l'histoire, mais est-ce que votre père, et puis après vous qui avez étudié la question, est-ce que vous pensez que si la corvée avait continué, est-ce que le canal aurait pu être terminé? En d'autres termes, est-ce que le dragage n'est pas finalement le meilleur service qui a été rendu à la construction du canal? Absolument. Je pense que le canal n'aurait pas été terminé si on était resté avec du travail manuel. C'est pas possible d'aller en profondeur, parce qu'à partir d'une certaine profondeur, il y a l'eau qui remonte. Donc il fallait que ça soit mécanisé. Donc la mécanisation qui s'est faite à partir de... Alors, de Lesseps au début, il disait que c'est les Anglais qui font mauvaise presse au canal, que les Anglais qui étaient contre les projets du canal, faisaient mauvaise presse en parlant de mort par la corvée. Dans la presse anglaise, on parlait du nombre de morts. Je pense que les Anglais se sont quand même appuyés sur la corvée
Voilà. Voilà. Et donc, quand Ismaïl a arrêté le travail, parce que le travail est resté arrêté, il ne faut pas l'oublier, pendant 1 an, il n'y a personne n'a travaillé dans le canal, entre 63 et 64. Ouais. Cette année où le travail s'est arrêté, Ferdinand de Lesseps disait que Ismaïl et son premier ministre Noubar Bacha étaient en fait soumis Aux Anglais. aux Anglais. En fait, c'était faux. C'était qu'il était patriote, national, etc., qu'il ne voulait pas que les Égyptiens meurent pour creuser ce canal. Donc il a dit d'accord pour le canal, mais mécaniser le travail. Et à partir de ce moment où ça a été mécanisé, que les ponts et chaussées sont intervenus, qu'ils ont conçu du matériel pour ça, etc., ça a été beaucoup plus rapide. Je dirais que 75% du travail a été fait en 4 ans. Alors que pendant les 4 ans de travail manuel, il n'y a eu qu'à peine 20-25% du travail. Alors, c'est une question, là, simplement, c'est un peu l'historien qui la pose, hein. C'est pas une question au sens strict du terme de mémoire. Pourquoi, quand même, on peut se poser la question, on est quand même en plein 19e siècle où il y a déjà eu une première révolution industrielle, où il y a déjà quand même un grand développement scientifique. Comment cet homme qui, par ailleurs, avait un côté visionnaire, Ferdinand Lesseps, n'ait pas eu l'idée tout de suite de s'appuyer plus fortement sur les problèmes de mécanisation. Parce que ça coûtait trop cher et il pensait qu'il n'en avait pas les moyens. Il faut se mettre à sa place. Il voulait essayer de vendre ses actions, il a eu du mal à les vendre, et puis quand ça a été vendu, le canal a coûté 2 fois le capital. Donc le capital de la compagnie. Donc il pensait que ça devait coûter 200 millions, ça coûtait 400 millions. Il n'avait pas les moyens. Donc ce n'est qu'après, à cause des dédommagements sur l'affaire de Napoléon III, qu'il y a eu de l'argent qui est venu d'Égypte pour renflouer les caisses et pouvoir continuer le projet. D'accord. On va peut-être revenir alors là, après cette chose, mais qui était quand même intéressante, vous voyez. On va revenir alors sur vos souvenirs de 56, puisque vous en rappelez. Alors, qu'est-ce que vous avez-vous comme souvenir personnel de cette période? Alors, il faut... petit, mais pas... Oui, il ne faudrait pas que je confonde connaissances et souvenirs. Oui. Parce que mais quand même, il y a vos souvenirs à vous, ça c'est toujours la même chose. Et puis, il y a aussi ce que votre père a pu vous raconter. Vous voyez, il y a les deux à la fois. Et il y a ce que j'ai lu aussi. Et après, il y a ce que vous avez lu. Mais ça, c'est toujours la même chose. C'est même vrai quand on parle de choses où même les témoins oculaires confondent parfois ce qu'ils ont lu dans la presse. Voilà. Ça, c'est courant. Alors, moi, je vais vous parler d'un soir où je rentrais de l'école. Je ne sais plus, dans une petite classe, 10e, je crois. Ça s'appelait, les classes s'appelaient comme ça à l'époque. Oui. Je rentrais de l'école, je faisais mes devoirs, etc. Puis tout d'un coup, il y a eu un grand boom. Un grand boom au Caire. Oui. Et toutes les lumières éteintes. Et puis l'encre renversée sur mon cahier. Plus rien à faire. Et là, c'était la guerre qui éclatait. C'était le 29 octobre 1956. Eh bien, j'en ai voulu à ceux qui ont fait couler l'encre sur mon papier, sur mon cahier. Et j'ai vu alors des gens partir, se porter volontaire pour défendre le pays, pour défendre Port Saïd. J'entendais les avions survoler le Caire. C'était des avions encore à moteur. C'était des mystères, on appelait ça des mystères. Des avions mystères, c'était des avions français qui... Il n'y avait pas encore les Mirages et les Léo.
Et quelques jours après, je revoyais des gens revenir avec des bras cassés, des pieds cassés, avec des bandeaux sur la tête, des bandeaux, enfin, tous les blessés de guerre, quoi. Et je voyais les avions factices qu'on installait sur les places pour faire croire qu'il y a des... Bon, tout ça, c'est une époque où j'ai comme souvenir aussi mon père qui avait été impliqué dans la nationalisation était très impliqué dans cet acte de guerre. Et il passait son temps à écouter la radio, spécialement les radios d'Israël, qui le citaient fréquemment pour parler du canal de Suez ou de la nationalisation. Il était nommément cité dans ces radios israéliennes. Il recevait de la presse française où souvent on trouvait sa photo, des articles, etc. Bon, tout ça, c'est une époque, bien sûr, j'avais 8 ans, mais c'était encore un peu confus de tout se mélanger. Mais tout de suite, dans les années qui ont suivi, j'ai lu pas mal de choses sur Guy Mollet, sur ceci, sur cela. Je voulais comprendre, je voulais savoir. Et c'est à partir de l'encrier qui s'est renversé dans mon cahier que je me suis intéressé personnellement à l'affaire de Suez et du canal de Suez. Et alors, on a interrogé d'autres compatriotes, en particulier à Port Saïd, l'un qui avait vu sa maison détruite, hein, il avait 14 ans, donc il avait une dizaine d'années de plus que vous, hein, donc il était déjà alors carrément adolescent, et on a été très frappés, on a interrogé d'autres personnes, de voir que, évidemment ce sont des francophones, hein, ils parlent très bien le français, comme vous, mais qui sont complètement en Égypte, et qui ne sont pas mariés à une Française, donc ils n'en veulent pas tellement aux Français, parce que nous leur posions à chaque fois la question, mais bon, c'est une agression, nous en réalité, les Français sont moteurs, bon, les Anglais jouent un rôle, les Israéliens aussi, mais les Français, c'est un rapport avec la guerre d'Algérie. Comment se fait-il que, aussi bien votre père, semble-t-il, que vous-même, vous n'en pas voulu prioritairement aux Français? Peut-être sur le coup, mais comment est-ce que vous expliquez ça? C'est très simple. On ne met pas tous les Français dans le même panier. Il y a Français et Français. Certains Français ont eu des rôles un peu délicats. Alors, maintenant qu'ils ne sont plus là, on peut les citer. Oui. Quand je pense à Mitterrand, Guy Mollet, quand je pense à certains généraux que De Gaulle n'aimait pas beaucoup, bon, voilà, ça c'était aussi des Français qui menaient une guerre en Algérie, On a pu faire la différence entre Français et Français. En plus, on avait des Français en Égypte qui étaient très bien. On a vu des Français, on avait des professeurs à l'école qui étaient français. La France, c'est pas qu'une chose. Il y a beaucoup de choses différentes. Les plus agressifs, malgré ce que vous dites, les plus agressifs, c'était les Anglais. C'est Anthony Eden qui en voulait à la personne de Nasser, qui aurait eu l'affaire du canal de Suez ou pas. Il en voulait à cette personne qui ne voulait pas faire partie du pacte de Bagdad, projet de l'Angleterre à l'époque pour le Moyen-Orient. Nasser a refusé de faire partie de ce pacte et à partir de là, tout s'est monté en épingle. La France n'a pas eu ce rôle. La présence de la France, même dans ses colonies,
n'a pas été comme celle des Anglais dans ses colonies. La France a toujours eu une présence de civilisation et de culture. Même en Algérie, je veux dire, l'Algérie était tellement bien assimilée que les Algériens, c'était devenu des Français. C'était des... Ils parlent presque pas l'arabe, je parle des premières générations. Ils parlaient pratiquement plus l'arabe, ils parlaient surtout le français. Les Français sont venus en Égypte, sont restés quoi, 3 ans, à l'époque de Bonaparte. Ils ont laissé une Égypte francophile, avec le code civil égyptien, qui est le code Napoléon. Ils ont fait des écoles, les Anglais n'ont rien fait. Ils ont fait la culture, l'opéra, l'Égypte est le pays le plus francophone des pays non francophones. À cause de ces 3 ans. Et du soutien honnête, intellectuel, du patriotisme égyptien contre les Anglais. Ça, c'est la France. Après 56, il y a eu De Gaulle. Quand le rêve colonial français, en fait, la France a participé à cette agression sur instigation anglaise parce qu'elle était gênée en Algérie à cause de l'armement que Nasser envoyait aux Félagas. Mais il y avait le mythe que les Félagas étaient essentiellement que s'il n'y avait pas eu Nasser et les Félagas, ça serait effondré. Voilà. Ce qui n'est pas vrai, mais enfin, bon. Oui, ben ça, peu importe. Ensuite, il y a eu De Gaulle. Et De Gaulle a eu une politique de la grandeur de la France dans sa dimension civilisationnelle. Là, on a pu apprécier ça. Et même en 67, quand on a eu une guerre avec Israël, la guerre des 6 jours, De Gaulle a dit je ne serai pas avec celui qui commencera. Donc, quand c'est Israël qui a commencé, ben, il a mis l'embargo. Voilà. Donc, on a pu apprécier ce côté honnêteté intellectuelle. Exactement comme mon père a pu l'apprécier à la Sorbonne. Oui, d'accord. Et alors, ça, je vais revenir, enfin, peut-être pour terminer de nouveau, parce que c'est quand même l'une des choses auxquelles vous avez participé, ce débat de 69, le dossier de l'écran, qui était assez apaisé, où il y a eu beaucoup... Alors là, c'est le témoin auquel je fais appel, et après on pourra le voir. Alors, je vais vous dire, c'était apaisé. Et moi, j'ai trouvé même très sympathique avec la famille de Lesseps, avec qui on a été dîner après l'émission, et qui disait à mon père, vous nous avez appris sur l'histoire de notre grand-père beaucoup plus qu'on en savait. On vous remercie. Donc, pour vous montrer l'esprit très cordial qu'il y avait entre eux. D'accord. Bien. Vous voyez. Merci. Non, on aurait des tas de questions, mais je crois que on vous en reposera sûrement. Parce que prenez votre temps parce que je m'en vais demain en Auvergne. Donc, il y a encore d'autres... on peut s'arrêter un peu, mais... Moi, Non, mais je veux dire, mais peut-être que vous commencez à être un peu fatigué, vous voulez... Moi, ça va. S'il y a des choses encore, on a fait déjà pas mal de points. Non, mais je trouve important, enfin, c'est intéressant de voir que finalement, il y a beaucoup la présence de la France sur le plan culturel, au niveau de l'éducation, est quand même reconnue, et c'est vrai que moi, personnellement, ça me touche, parce que de voir aussi beaucoup de gens francophones et francophiles.
Après, je comprends. Je fais partie de... Mais... Je ne serai pas très objectif parce que je fais... Non, mais personne n'est objectif. Non. Je fais partie des gens qui sont... qui ont œuvré pour la francophonie et la francophilie. J'ai créé une chambre de commerce franco-égyptienne en 92. À part l'université, j'ai fait un club, un Rotary francophone au Caire. Ça n'existait pas. Donc, je suis quelqu'un... Pourquoi? Parce que j'ai tellement apprécié l'éducation que j'ai reçue que je voulais en faire profiter un maximum de gens en Égypte. Et surtout que je sens les racines très francophiles des Égyptiens, même quand ils ne parlent pas le français. Je dis, en Égypte, vous avez des millions d'Égyptiens francophones qui ne parlent pas français. C'est-à-dire francophiles qui ne parlent pas français. Vous prenez dans le langage courant égyptien, par exemple, un langage concernant l'automobile. Tous les mots utilisés par les Égyptiens dans l'industrie automobile, c'est des mots français. Direction, débrayage, tout. Bon, on a eu, sous Mohamed Ali et son fils Ibrahim Pacha, la création de l'armée égyptienne. La première armée moderne d'Égypte, constituée d'Égyptiens et non pas de Turcs. Qui l'a créée? Le colonel Sèvres, qui est devenu Soliman Pacha. Bon, ça c'est mais jusqu'aujourd'hui, Ibrahim Pacha, donc, qui était le fils de Mohamed Ali, le fondateur de la dynastie et le fondateur de cette armée égyptienne avec le Soliman Pacha, c'est le seul qui a encore une statue équestre au centre du Caire. Alors que toutes les statues de tous les successeurs de la famille royale ont été enlevés. Mais lui, c'est le seul. Donc moi je pense qu'il faut donner à la France sa place dans l'histoire moderne de l'Égypte. Et avec le pour et le contre. Oui, d'accord. Est-ce que d'ailleurs dans les programmes, et alors cette fois-ci je pose une question peut-être plus précise, dans les programmes égyptiens d'histoire de l'Égypte, justement, on fait normalement l'histoire de l'Égypte, comme on fait l'histoire de France, est-ce que justement, et en particulier Bonaparte par exemple, est-ce que cette place de Bonaparte, le rôle de Bonaparte est souligné, ou parce que il vient de l'extérieur, de l'Occident, et il n'est pas mis en valeur? Je dirais il est mal mis en valeur, mais il existe fortement. On parle de l'expédition. Il y a encore beaucoup qui critiquent l'expédition en disant que c'était une invasion, c'était ceci, c'était ça. Mais ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Quand que ce ne soit pas... Mais derrière, il y a eu une œuvre scientifique. Il y a eu tous les scientifiques qui ont accompagné et qui sont restés après lui, qui ont continué à travailler après lui. Il y a eu un côté, peut-être, c'était encore le début du 19e, il y a eu aussi un côté un peu catholique, c'était pas encore laïque, la laïcité n'était pas encore de mise, donc ça a peut-être choqué certains, etc. Mais il faut voir ce qui est positif et le mettre à la lumière. Vous avez dit il faudrait en mettre dans tous les ports français. C'est mon père qui a dit. C'est votre père, pardon, oui, c'est pas vous. Oui. On met dans tous les ports français, mais dans un musée. Et sans vouloir
parler à la place de votre père. Est-ce que vous pouvez un peu expliciter Oui, c'est-à-dire cette que remarque de votre père? cette remarque qu'il a faite voulait dire qu'il trouvait que de Lesseps avait fait un très grand travail au service des intérêts français, d'abord. Bon, il est français, il sert les intérêts français, donc il faudrait qu'il soit mis à l'honneur en France, parce que jusqu'à présent, en France, il y aura des gens qui vous diront « Ah oui, mais de Lesseps a été condamné sur l'affaire de Panama, etc. » Donc, il dit « D'accord, très bien, là, c'est un grand homme de la France, qu'on lui fasse des statues en France. » Nous, en tant qu'Égyptiens, on ne considère pas qu'il a fait du bien à l'Égypte. Il n'a pas sa place, à une place prépondérante en Égypte. Mais comme il a fait partie de l'histoire, ben, sa place est au musée. Voilà. D'accord. C'est nuancé. D'accord, d'accord. C'est nuancé. D'accord. Et vous pensez, et par exemple, alors là c'est un point de vue personnel que je vous demande, enfin, en tout cas moi je vous demande, comment est-ce que vous voyez la manière dont peut être présentée l'inauguration du canal de le 150e anniversaire de l'inauguration du canal de Suez? Il y aura des choses aussi faites en Égypte. Oui, moi je pense... Écoutez, en ce moment, je suis consulté par des gens qui préparent un projet du musée du canal de Suez en Égypte. D'accord. Il y a un projet qui se prépare à Ismailia pour faire un musée pour le canal de Suez. Moi, je pense que, et c'est ce que je leur dis, je pense que s'il fallait mettre une statue pour chercher le symbole, une statue à l'entrée du canal de Suez, moi je mettrais le statut d'un paysan égyptien. Neutre. D'un paysan qui creuse la terre. C'est ce qu'il a toujours fait. Il a creusé le canal de Suez 10 fois dans l'histoire. Une fois pour le pharaon, une autre fois pour les Arabes, etc. Donc aujourd'hui, moi je mettrais ce paysan à l'honneur. Maintenant, il y a l'histoire même du canal de Suez d'aujourd'hui qui a 150 ans. Je pense qu'il faut mettre en avant la coopération qu'il y a eu de part et d'autre au cours de ces, pas 150 ans, mais 220 ans. Il y a eu des coopérations franco-égyptiennes très importantes. On ne va pas parler de bicentenaire, on va parler de coopération franco-égyptienne dans divers domaines, dont le canal de Suez a eu la place prépondérante. Bon, qu'est-ce qu'on peut montrer? Je veux dire, ce n'est pas des statues ou des images d'hommes que je mettrai en avant. C'est ça, c'est des... Moi, je parle de coopération de pays, deux pays qui ont travaillé ensemble. Aujourd'hui, je ne peux pas dire, par exemple, que Napoléon III a eu une œuvre très utile pour l'Égypte. Il a eu un rôle, mais à mon avis, qui a été plus néfaste que utile. Impératrice Eugénie est venue à l'inauguration, mais à part ça, elle a apporté son soutien à Ferdinand pour raison de cousinage. Mais donc c'est pas les personnes. Si on cherche les personnes, il y aura toujours les pour et les contre. Oui, d'accord. En Égypte, on a plein de gens qui sont contre Nasser. Je ne peux pas aussi parler de Nasser et je ne peux pas l'ignorer si je veux être un pur historien objectif. Nasser a eu un rôle. Il n'est pas le seul. Et ça peut être regardé comme quelque chose de positif et d'autres le regardent comme quelque chose de négatif. Il y a un débat en ce moment en Égypte.
est-ce qu'il fallait nationaliser le canal ou il fallait attendre la fin de la concession? Voilà. Il y avait 12 ans à attendre de plus. Et ceux qui disent ça, ils disent il aurait fallu attendre, on aurait évité la guerre de 56. Peut-être. Peut-être. Mais est-ce qu'on aurait reçu le canal en bonne et due forme? Puisqu'il y avait un projet dans les dossiers du canal, dans la compagnie du canal, il y avait un projet d'internationalisation du canal qui avait été longuement discuté entre M. Charleroux et mon père. Et ça, c'est prouvé. C'est pas une invention. Projet qui existait. Et qui a été présenté ensuite à la conférence de Londres en septembre 1956, avec la Fédération des utilisateurs du canal, pour internationaliser le canal. Bonne chose ou mauvaise chose? Moi, je dis non. Le canal est une œuvre essentiellement égyptienne, avec l'aide des Français. Il y a eu des entreprises françaises qui ont travaillé. Très bien. Demain, je construis une tour. La tour n'a pas la nationalité des entreprises qui la construisent, mais elle a la nationalité de l'emplacement où elle est et du propriétaire de cet emplacement. Ah. J'étais tout au long de notre entretien, j'ai été très frappé de voir à quel point votre père a suscité pendant un certain temps de violentes oppositions. Bon, ce qui est normal dès que quelqu'un fait... en particulier, vous avez redit qu'à propos de Recommand 56, de nouveau, un peu partout, la publication de la thèse, etc., etc. À quel moment, si vous voulez, ça s'est complètement transformé? Je veux dire, vous-même, vous habitez en France, et en France, vous allez très souvent en Égypte, hein, vous êtes à la fois sur les deux. Vous n'en souffrez pas, ou vous n'en souffrez plus, enfin, il n'y a plus aucun problème. À quel moment, si vous voulez, vous avez le sentiment que ça s'est un peu renversé? Moi, je pense qu'il n'y a pas eu un renversement. Je pense qu'il y a eu une continuité, mais seulement qu'on a fait la part des choses, c'est-à-dire qu'il y avait en France certains qui étaient plus agressifs que d'autres. Comme chez nous, il y a des gens qui sont plus méchants que d'autres. Donc, on a fait la part des choses. Je pense que mon père n'a jamais été anti-français. Il a lui-même épousé une femme qui était à moitié française, dont la belle-mère qui vivait avec nous à la maison, la Nimoise, elle était avec nous à la maison, elle était française. Donc, on n'a jamais eu des sentiments anti-français. Lui-même a insisté à faire sa thèse en France. Il a dit, moi je veux une reconnaissance française. Voilà. Donc je ne pense pas qu'il y a eu un renversement. Je pense qu'il y a eu des moments plus difficiles que d'autres. Des moments où certaines personnalités prenaient des... Alors si on veut parler de détails de l'histoire, on rentrera dans ce projet qui a été fait en septembre, octobre, du plan mousquetaire. Si on parle de 56, c'est la période critique. Le plan mousquetaire, vous le connaissez, bien sûr. C'est le plan de l'agression tripartite. Hein, c'est l'attaque. Bon, donc c'est qui était présent? Pinault, Mollet. Ouais. C'est quelques personnes. C'est pas toute la France. Il y avait des manifestations en France à ce moment-là contre l'agression tripartite. Le soir du 24 juillet 1956, qu'il a passé la nuit avec Nasser dans la maison de Nasser pour préparer les documents de la nationalisation, il a rédigé le décret au petit matin
Et Nasser lui a donné comme instruction, écoutez, j'ai préparé des équipes pour aller prendre les locaux de la compagnie à Ismailia, Suez et Port Saïd. Et là, mon père lui dit, mais et les locaux du Caire? Ah, parce qu'ils ont des locaux au Caire? Ah ben, écoute, c'est toi qui iras. Et moi, je t'enverrai une équipe de policiers pour t'aider à investir le bâtiment qui est la direction administrative de la compagnie au Caire. Là-dessus, mon père s'en va, et donc il doit rester chez lui et ne pas bouger de chez lui jusqu'à ce qu'il entende le discours à la radio, et qu'il entende Nasser prononcer le nom de Lesseps. À ce moment-là, il se rendrait au siège de la compagnie qui est tout près de son domicile. Au moment du discours, il écoute, il descend, il va à la compagnie, mais il ne trouve pas la force de police. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans les locaux. Et il trouve à l'intérieur, dans le grand patio et le jardin, le comte de Grayer, qui était l'ambassadeur de la compagnie du canal de Suez en Égypte, et donc qui jouait le rôle du directeur administratif de la compagnie. Et il était là à prendre le thé avec son épouse, ne sachant pas que Nasser venait de nationaliser le canal. Mais le comte de Grayer connaissait de vue mon père. Et il se lève et il dit, vous, là, qu'est-ce que vous faites? Et mon père lui dit, écoutez, je viens vous prendre le canal de Suez. Et il lui dit, mais vous êtes fou, vous prenez vos désirs pour des réalités. Sortez dehors. Et il s'apprête à appeler le service de sécurité. Et c'est à ce moment-là que la force de police, qui s'était perdue dans le quartier de Garden City, qui est un quartier où toutes les rues tournent et se recroisent, ils n'avaient pas l'habitude de ce quartier, ils s'étaient perdus et ils sont arrivés en retard. Et là, ils sont arrivés avec un certain colonel Atta Mahmoud et un autre qui s'appelle Tonsi. Et Atta Mahmoud, qui était parfait francophone, dit au comte de Grayer, « Monsieur l'ambassadeur, je viens vous annoncer la nationalisation de la compagnie. » Le comte de Grayer donc s'aperçoit que mon père n'est pas le fou qu'il croyait. Il court au téléphone, il appelle l'ambassadeur de France. Et l'ambassadeur de France lui dit, écoutez, pour le moment, il dit, mais c'est des gens qui sont armés. Il dit, mais pour le moment, ne faites rien. Vous les laissez entrer. Et demain matin, on se voit. Mais vous coopérez. Et vous ne réagissez pas négativement. Et là, le comte de Grayer dit, écoutez, il dit à mon père, écoutez, ce soir, vos désirs seront des réalités, mais demain est un autre jour. Voilà pour l'anecdote. Et par la suite, là, les jours qui ont suivi, est-ce qu'il y a eu d'autres choses Non, parce que tout de suite, les équipes égyptiennes se sont mises en place pour faire fonctionner la compagnie. Certains bruits côté français disent qu'il y a eu des maltraitances, mais pas du tout. Les gens sont restés très corrects avec tout le monde et ils avaient instruction de Nasser d'être très corrects et que tout le personnel de la compagnie, français, anglais ou étranger de toute façon, pouvait continuer à... Voilà, il a bien dit que... tout le monde devait rester à sa place. Rester s'il voulait rester. Voilà, mais le problème, c'est qu'il y a eu une petite interprétation qui n'était pas tout à fait correcte, c'est de dire et que ceux qui s'opposeront au travail, au fonctionnement du canal, seront punis.
Personne ne s'opposait au fonctionnement du canal par lui-même, mais ça a été interprété comme une menace, etc., etc. Bon. En fait, le retrait du personnel étranger que la France et l'Angleterre ont fait, ainsi que d'une grande partie des pilotes, n'a eu lieu que 2 mois après, en septembre, le 14 septembre. Donc ce n'est qu'après que par le coup de force et sous pression de Londres qu'il y a eu le retrait du personnel et non pas un renvoi du personnel. Et pourquoi vous pensez à un retrait du personnel? Mais parce que c'est ce qu'ils ont dit. C'est ce que tout le monde a dit, ça a été prouvé, quoi. Est-ce que c'est parce que on dit aussi... C'était pour Londres essayait de démontrer que les Égyptiens n'étaient pas capables de gérer le canal. C'est Londres qui essayait de démontrer. Voilà, Londres, et puis avec l'appui de Paris qui était à ce moment-là... Donc c'était pour les laisser dans l'embarras. Voilà, et surtout les pilotes, voilà. Mais en retirer tout le monde. Voilà. C'est-à-dire que dans l'esprit des gens qui étaient en train de nationaliser la compagnie, c'était simplement le changement du sommet. Voilà, de la propriété. De la propriété. Voilà, c'est une nationalisation comme ça se fait partout. Et puis le propriétaire change, les actions ne sont plus les mêmes, n'ont pas les mêmes propriétaires, mais la direction devait assumer ses responsabilités, continuer à fonctionner. Donc le retrait des pilotes spécialement du canal, on pensait que là, on mettait l'Égypte dans l'embarras. Il n'y a pas eu d'embarras parce qu'il y avait assez de pilotes côté égyptien, plus les Grecs qui ne sont pas partis, les Yougoslaves qui ne sont pas partis, les Indiens qui nous ont été envoyés par Nehru, et certains Hollandais qui sont venus rejoindre les autres pilotes parce qu'il y avait une grande compagnie hollandaise qui avait des intérêts en Égypte. Voilà. Mais c'est surtout les Français et les Anglais qui se sont retirés.